Vous êtes dans l'émission Le Club de l'Actu sur Espace TV, mais aussi sur la Radio Espace, la 99.7. Nous parlons de quelques faits marquants de l'actualité. À l'instant, avant la pause, nous parlions de l'éducation avec la crise en cours déclenchée par le SLEG, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Avec nous sur ce plateau comme invité, nous avons Dr Soriso, membre du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Également, nous avons comme invité Mamadi Troa Kaba, juriste, analyste politique, Dr Dansa Kourouma, président du CNOSC, et également Faya François Bourneau du PDN. On poursuit le sujet de l'éducation avec toujours vous, Soriso, parlant du SLEG et de sa grève. Vous nous appreniez qu'il y avait des avantages promis par l'État aux syndicalistes. Moi, je voudrais vous rappeler à tout un chacun que le gouvernement n'a pas opté pour la fermeture totale de tout contact avec le SLEG. Le gouvernement veut amener plutôt le SLEG vers des démarches constructives et profitables pour l'ensemble du système éducatif guinéen. Le gouvernement est conscient du fait que l'éducation guinéenne a des problèmes. Le gouvernement a exprimé vers le SLEG la nécessité de s'associer pour d'abord assainir l'officier. Parce que je vais vous dire une chose. Si vous regardez le nombre de gens qui se réclament être enseignants et ceux qui vont en classe, qui bénéficient des mêmes avantages, il y a un écart réel. Mais ce travail a été fait. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce travail devait être consolidé. La consolidation de ce travail devait avoir comme préalable le retour des enseignants à leur lieu de travail. Parce que la consolidation se fait sur le terrain. Première approche. Deuxième approche, le gouvernement a dit aux syndicats, nous ne travaillons pas forcément sur l'indice salarial. Améliorer les conditions de vie et de travail d'un travailleur ne se résume pas seulement à l'indice salarial dans un pays où l'inflation existe. On peut améliorer vos conditions de vie en travaillant sur un plan social. Un plan social défini qui va comporter à la fois la nécessité de formation des enseignants pour l'avancement de carrière, la nécessité d'obtenir un logement au bout de sa carrière, la nécessité d'avoir une couverture médicale, la nécessité d'avoir une assurance. Voilà un ensemble de mesures proposées par le gouvernement Kassori. Mais qui n'est pas de. Non, attendez. Mais le SLEG, non, attendez. Mais le SLEG se cramponne sur une démarche contre-productive de 8 millions. Dans aucun pays du monde, on ne peut demander un indice salarial uniforme pour l'ensemble des travailleurs qui ne sont pas au même échelon ni au même grade. Ils ne demandent pas 8 millions systématiquement. Premier fait. C'est négociable. Non, premier fait à relever, mais ils ont dit 8 millions comme salaire de base. C'est négociable, oui. Ils l'ont dit. Mais dans aucun pays du monde, on ne paye des travailleurs qui ne sont pas au même échelon, au même grade, sur les mêmes indices. Ça ne marche pas. Un. Deuxièmement, une augmentation d'indice salarial de 800%, parce que c'est 800% quand vous calculez, ne peut être possible que lorsque le PIB a connu une multiplication au moins par 2. Le PIB guinéen n'a pas connu ça. Troisièmement, une augmentation de salaire à 8 millions dans un pays où l'inflation est proportionnelle à l'augmentation du salaire. Donc, en résumé, ça n'améliorera pas les conditions de vie des enseignants. Le gouvernement n'est pas prêt à réfléchir sur cette position. Moi, j'encourage le gouvernement à travailler sur les fondamentaux qui améliorent les conditions de vie. Et j'invite le SLEG à sortir de cette léthargie intellectuelle pour aller sur des vraies questions qui améliorent leurs conditions de vie, non les 8 millions forcément. Faya François Bourneau, on a entendu Abakar Souma menacé par rapport à une éventuelle année blanche en Guinée si leurs revendications n'étaient pas entendues par le gouvernement. Écoutez, le PDN ne souhaite pas du tout que la Guinée puisse connaître une année blanche, parce qu'une année blanche, c'est un message trop négatif. C'est extrême. En fait, ce n'est pas le message en tant que tel, mais les conséquences d'une année blanche sont très très lourdes à supporter pour l'avenir d'un pays. N'oubliez pas que chaque année, un pays exprime des besoins de main-d'œuvre, n'est-ce pas? Et cette main-d'œuvre doit être qualifiée. Donc une année blanche veut dire que le pays pourrait à terme se priver, n'est-ce pas, des compétences nécessaires pour la production nationale. Donc c'est extrêmement dangereux, il faut qu'on fasse très attention. Mais encore une fois, ce n'est pas la menace de Souma qu'il faut voir. Il est dans ses droits de syndicaliste, il a face à lui un partenaire avec lequel il veut négocier. Chacun peut mettre la barre haute, mais autour de la table, je pense que c'est des questions, le discours peut changer. J'ai suivi il y a une semaine de cela, sur vos ondes même ici, le discours du syndicat qui s'était complètement métamorphosé, le discours du gouvernement aussi qui tendait, n'est-ce pas, à se métamorphoser. Je pense que si le gouvernement assume ses responsabilités pour encore une fois de plus appeler le syndicat suivant une méthode clairement définie, je pense qu'une solution est possible pour que les enfants guinéens aient un droit
n'est-ce pas, un égal accès, je veux dire, un égal accès, n'est-ce pas, à la formation. C'est extrêmement important. Deuxièmement, je pense que ça ne sert à rien de penser que c'est Souma qui tient un discours trop radical. Derrière ce que Souma dit, il y a un message qui est lancé par tous les enseignants de Guinée. Les conditions de vie des enseignants. Donc les conditions. Et gouverner, c'est anticiper. Le président Lansana Kouyaté avait anticipé en 2007 l'affaire des 40% qui a été payée récemment, mais c'est bien le gouvernement de consensus. Ils ont anticipé sur cette question en amenant une mission qui a fait toute une analyse de la grille salariale guinéenne. C'est à l'issue de ces travaux qu'ils ont compris qu'il y avait un réajustement qui devait se faire. Et c'est ce réajustement qui coïncidait aux 40% qui viennent d'être payés récemment. Je pense que le gouvernement doit prendre un peu plus de recul pour voir la question de façon très globale et essayer d'apporter une solution structurelle, n'est-ce pas, à la crise. Docteur Dansa, parlons toujours de solutions à la crise en cours. On a suivi le gouvernement demander aux enseignants de reprendre les cours et que ceux-là qui reprendraient, on va dégeler leur salaire. Certains enseignants, apparemment, auraient été payés pour avoir repris les cours. C'est le travail qu'on fait. Écoutez, on a déjà fait ce débat en amont et le juriste nous a aidé à... Je parle de cette solution envisagée par le gouvernement. Est-ce que ça a encouragé? Si les enseignants reprennent les cours d'après la mesure du gouvernement, logiquement, ils doivent bénéficier de leur salaire. Parce que le postulat de départ, ils n'ont pas été au cours, on ne les paye pas. Parce que la conséquence de ça, c'est que le SLEG, apparemment, se démobilise. Parce que quelques-uns des enseignants du SLEG reprennent cours malgré l'insistance de leur patron ou de leur secrétaire général à ne pas reprendre les cours. Une grève dans le contexte actuel, c'est un rapport de force entre deux entités. Il ne faut pas se voiler la face. Et le gouvernement a joué la carte de l'usure. Ils ont amené le SLEG à bout de force parce que les stratèges du SLEG n'ont pas prévu ce cas de figure. Plus la grève dure, plus il y a un sentiment. Les enseignants sont des pères de famille. Ils ont besoin de subvenir aux besoins de leur famille. Donc les salaires sont non seulement bas, ce salaire est partagé aujourd'hui entre le loyer, le transport, sans compter la flambée des denrées de première nécessité. Le débat de fond, je veux que nous qui sommes autour de la table, qu'on arrête des débats réactifs. Le débat de fond, est-ce que les enseignants guinéens ont besoin d'une revalorisation de salaire? Oui. Est-ce que les enseignants guinéens ont besoin de garanties qui les permettent de donner des services de qualité, c'est-à-dire un enseignement de qualité? Je dirais oui. Parce que quand vous prenez un enseignant qui est payé à 1,5 million, il est dans une maison, je prends l'exemple de Conakry périphérie, qui coûte au moins 1 million. Au moins, une maison aujourd'hui de 2 chambres salon avec un peu de commodité, ça te coûte plus d'1 million. Alors, cet argent-là est engagé uniquement dans le loyer. Et le gouvernement parle depuis belle lurette de construction de logements sociaux. Nous n'avons jamais vu ces logements pousser. Il y a un problème aussi de frustration du côté du syndicat. Moi, j'ai l'obligation de dire en face de mon cher père, Sourisso, qui défend ici le gouvernement, que le non-respect des engagements du gouvernement est un élément de frustration qui décourage les partenaires sociaux à croire à toute initiative que le gouvernement envisagera. Donc, une fois encore, l'affaire de logements sociaux, on le parlait depuis le gouvernement de consensus, avant même le gouvernement de consensus. Et le terrain avait été trouvé en Ongo, les travaux avaient démarré. Malheureusement, ils sont en train de vendre tous ces terrains. Ça faisait partie des revendications que le mouvement social avait posées sur la table. D'ailleurs, c'était un peu le fondement de la grève de 2007. 2007-2018. 11 ans après. 11 ans après, nous parlons encore de logements sociaux. Donc, une fois encore, je demande au gouvernement... Quelle solution vous envisagez? Le gouvernement doit respecter son engagement vis-à-vis du syndicat. Il faut montrer, après une négociation, que ce qui est signé doit être respecté. Ça doit s'imposer au gouvernement. Un gouvernement qui veut avoir de la popularité, un gouvernement qui veut convaincre, qui veut rassurer l'opinion, est un gouvernement qui respecte les engagements. Donc, je demande au Premier ministre la fermeté qu'il joue dans la restauration de l'autorité de l'État, ça doit être autant dans le respect des engagements de l'État. D'accord. Pour clore avec vous, Mouadikro Akaba, parlant toujours de cette crise en cours, quelle solution vous envisagez? La toute première solution que je propose, et cela d'ailleurs a fait l'objet d'une lettre ouverte que j'ai adressée au président de la République, sur la nécessité de la mise en place du Conseil national du dialogue social. C'est une structure, c'est un organe qui est prévu dans le code du travail, mais jusqu'à date, cette structure n'est pas installée. Et c'est une structure qui aura quand même l'avantage de prévenir sur des crises sociales. Il faut dire que la crise sociale, elle est inhérente. Les progrès sociaux ont toujours été le fruit des revendications. La grève est un droit, et encore, comme je disais, un droit constitutionnel. On ne peut empêcher un travailleur
de se mettre en grève, parce que c'est grâce à cette grève-là, ce conflit collectif, qu'il parvient à améliorer ses conditions de vie et de travail. Il ne faut pas voir le gouvernement en tant qu'État, il faut le voir en tant qu'employeur. Quand on le voit en tant qu'employeur et qu'on voit les syndicalistes en tant que des employés, des salariés, eh bien tout de suite on comprendra qu'il faut cette lutte-là pour améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs. Donc il faut vivement aujourd'hui qu'on mette en place le Conseil national du dialogue social. C'est une structure qui est tripartite. Comme M. Bruno l'avait rappelé, il n'y a que le gouvernement est représenté, le patronat, le syndicat. Donc, avec cette formation collégiale, on anticipe sur les crises. Cette crise-là ne date pas d'aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu des frustrations antérieures et qu'aujourd'hui, maintenant, parce qu'on n'arrive plus à contenir, eh bien, qu'il y a eu un arrêt systématique par le passé, donc au début, et progressivement, eh bien, il y a un découragement. Est-ce qu'il y a lieu de craindre par rapport à ce syndicat? Parce que oui, la crainte qu'il a essoufflé, non, mais ce serait une erreur pour le gouvernement d'affaiblir le syndicat. Il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas qu'on voit ça comme une réussite. L'affaiblissement des structures syndicales ou des structures de la société civile et même de l'opposition n'est pas une réussite pour le gouvernement. La démocratie, c'est ça l'essence de la démocratie. Lorsqu'il n'y a pas de contestation, lorsqu'il n'y a pas d'avis divergent, il faut dire que la démocratie elle-même, elle est mise en cause. Il ne faut pas que le gouvernement s'inscrive dans cette logique-là. Il doit aller à la négociation. Qu'il appelle le syndicat, le SLEG, à tout prix qu'il l'appelle pour une négociation de sortie de crise. Tel qu'on vit là, voilà, pas à l'avantage du gouvernement. Je rappelle que nous sommes dans l'émission Le Club de l'actu sur Espace TV, mais aussi sur la radio Espace. On parle d'éducation et à présent on va parler de politique, puisqu'on parle de crise. On parle de crise politique également avec les manifestations incessantes de l'opposition et les empêchements incessants du gouvernement, toujours pilotés par Kassori Fofana. Je pense par vous, l'opposant Faya François Bruno. On sait que vous n'êtes pas de l'opposition républicaine, mais de l'extérieur, vous observez comment la crise en cours. Vous ne prenez pas part aux manifestations, mais forcément, moi, dit par rapport à ces manifestations, l'opposition et à ses revendications. Bien sûr, merci de revenir sur cette précision. Le PDR n'est pas dans la dynamique de l'opposition républicaine dans sa version actuelle, donc on ne manifeste pas, parce qu'à l'époque, vous vous rappelez, on était dans une dynamique globale où on avait engagé ces actions, mais suivant des objectifs bien définis. Malheureusement, nous avons constaté que certains n'ont pas été suffisamment conséquents derrière cette dynamique. Du coup, l'opposition s'est désintégrée, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes en train, nous, de faire notre lutte à part. Mais si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe, c'est que les responsabilités, c'est le gouvernement et l'opposition républicaine. La crise politique, son enlisement actuel, n'est-ce pas, est dû à la position de l'opposition républicaine. Son manque d'anticipation sur des questions, mais aussi, quelque part, on se pose la question, quel est leur objectif? Qu'est-ce qu'ils recherchent? À l'époque, on avait dit, pour résoudre les questions liées au fichier électoral, à la tenue des élections communales, dans les normes, n'est-ce pas? La position de toute l'opposition, c'était de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Parce que là, l'opposition était en position de force. Ce n'était pas de ne pas y aller définitivement, mais ça nous donnait une clé pour pouvoir obtenir les autres points qu'on revendiquait. Parce que le RPG Arc-en-Ciel n'avait pas les 2/3, donc l'Assemblée ne pouvait pas siéger. Malheureusement, les gens ont tenu compte de la rémunération salariale au Parlement, parce que dans les couloirs de l'opposition... Il avait été dit que c'est la base qui décidait cela. La base, oui. Toutes les bases, je le rappelle sur vos ondes ici, toutes les bases des partis de l'opposition à l'époque avaient recommandé de ne pas siéger. Il y a eu même un communiqué, ce communiqué existe, même dans vos archives, où toute l'opposition a dit que notre position, c'est de ne pas aller à l'Assemblée nationale. Mais vous savez, les gens sont rentrés dans des calculs de dire à l'Assemblée nationale, c'est 25 millions par mois. Donc, ils sont allés siéger. C'est pourquoi le PDN est resté dans sa position, qui est même la position définie par l'opposition à l'époque. J'ai dit tout ça parce que c'est l'historique. On est en train de vivre aujourd'hui ces problèmes. Pourquoi il y a ces manifestations? Parce qu'on dénonce des irrégularités lors des élections communales. Le respect des accords du mois d'août dernier. Les accords du mois d'août dernier, nous avions dit que ça n'en valait pas la peine. Les accords du 16 août, les accords du 16 octobre 2016, ce sont des accords qui ont été signés dans des contextes qui ne s'y est pas. L'opposition demande aussi la mise en place d'une haute cour de justice. Ça, c'est une dynamique dans laquelle on s'est inscrit depuis très longtemps.
Parce que la mise en place de toutes les institutions constitutionnelles garantit, n'est-ce pas, le processus de consolidation de la démocratie dans notre pays. Aujourd'hui, les discours ethno-stratégiques que nous suivons aujourd'hui sont d'abord tenus par des ministres. Mais où il faut les poursuivre, il n'y a pas de cas, il n'y a pas d'espace où il faut les poursuivre. Les gens qui détournent l'argent, le président de la République lui-même aujourd'hui, il a des postures qui sont contraires aux dispositions constitutionnelles. Mais où il faut s'adresser, à qui il faut s'adresser. Vous pensez quoi des stratégies adoptées par l'opposition et de celles adoptées par le gouvernement? Je pense que ce sont des stratégies complètement improductives, n'est-ce pas, aujourd'hui, qui sont en train de bloquer tout le pays. Aujourd'hui, le gouvernement a une mauvaise posture par rapport à la crise parce qu'aujourd'hui, ça n'arrange pas, ça ne permet pas au gouvernement d'atteindre ses objectifs. Le gouvernement semble Les recettes ne viennent pas. Le gouvernement semble réussir dans sa mission d'empêcher coûte que coûte l'opposition de manifester. Le gouvernement ne réussit pas. Parce qu'on tue au-delà du fait qu'il y a des enjeux liés aux droits de l'homme, n'est-ce pas, parce que quelque part, on viole, n'est-ce pas, certaines libertés fondamentale, mais derrière également, c'est les conséquences économiques qu'il faut voir derrière cette crise. Ça ne rassure pas. Voir les PA sur le long des grands axes de notre pays, l'investisseur que tu iras convaincre en Europe pour venir investir, il prendra ça comme un indicateur. Donc vous êtes contre la mise en place des PA sur l'axe? Nous sommes contre parce que si on outille les services habilités à vraiment jouer le rôle de restaurer l'ordre public, nous n'avons pas besoin de voir les militaires dans les rues. Dans Sakuruma, je parlais tantôt de l'État qui semble réussir dans sa mission d'empêcher l'opposition de manifester. Et sur le terrain, on constate qu'il y a peu de mobilisation ces jours-ci des militants de l'opposition. Ça a un coût du fait d'empêcher l'opposition. D'ailleurs, du fait d'empêcher toutes les entités de manifester, ça a un coût. Politiquement, ça fragilise. Ça rend le débat démocratique léthargique. Ce n'est pas à l'avantage du gouvernement. Je suis d'accord avec M. Kaba qui dit si un régime n'a pas d'opposants, ça en vaut la peine d'en créer. Alors, une fois encore, nous sommes dans une perspective où les rapports de force sont tels que l'opposition est en train de se fragiliser, se disloquer, s'émietter. Mais la faute revient essentiellement à l'opposition elle-même. On manque d'intelligence politique dans ce pays. Notre intelligence est beaucoup basée sur l'infiltration communautaire pour avoir des avantages comparatifs à court terme. Mais l'intelligence politique pour construire des rapports de force importants, pour amener le gouvernement à prendre des décisions responsables dans le sens de l'amélioration et de l'avancée du pays, cette intelligence manque au sein même de la classe politique guinéenne, que ce soit la mouvance, que ce soit l'opposition. La deuxième chose pour moi, et il faut reconnaître aujourd'hui, manifester est un droit constitutionnel. Mais si ça dégénère sous des affrontements où des personnes qui ne sont pas concernées par ces manifestations sont violentées, sont tuées, sont molestées, sont agressées, avec les conséquences qu'on connaît dans notre pays, il faut trouver un moyen d'arrêter ces manifestations et de trouver un cadre, n'est-ce pas, qui permette aux partis politiques d'exprimer leurs revendications de manière civilisée. Mais que fait la société civile justement pour emmener les deux partis à se retrouver autour d'une table de négociation? Écoutez, vous avez compris. Vous semblez silencieux. Vous avez compris de moins en moins que la société civile ne parle pas assez. Parce que quand vous parlez, vous êtes traité de tous les noms d'oiseaux par cette opposition. Vous êtes insulté. Votre communauté est insultée derrière vous. Nous sommes des pères de famille. Vous ne devez pas vous fatiguer, c'est s'il un vous plaît, combat. Ça ne veut pas dire qu'on est fatigué, on change de stratégie. Ouais. Parce que quand le niveau de cristallisation atteint un seuil, il faut laisser les géants se fracasser. Ensuite, ils prendront conscience. Quelle est la nouvelle stratégie de la société civile? La nouvelle stratégie de la société civile, c'est l'éducation de la population. Nous voulons travailler pour avoir des argumentaires beaucoup plus consistant pour amener la population à être maître du débat politique et non les partis politiques maîtres du débat politique. Pourquoi? Si les états-majors politiques décident à la place des citoyens, d'ailleurs parfois tous les citoyens, même les citoyens qui ne partagent pas les agendas politiques, c'est que la société civile est faible. Donc on va inverser la tendance pour que ce soit le citoyen qui dicte l'agenda politique et non le politique qui dicte l'agenda politique. Pourquoi? Les citoyens, l'espace citoyen s'est rétréci dans notre pays, l'espace politicien, avec tout son corollaire de concussion, d'instrumentalisation, d'ethnicisation, a pris de l'envergure. Aujourd'hui, les citoyens ne se reconnaissent plus dans ce débat. Donc il faut faire de telle sorte que les citoyens puissent comprendre, connaître la vérité et eux-mêmes décider à quel élan
à quelle direction suivre. C'est ce Notre travail débat que en nous devons cours, faire. c'est la militarisation de certains axes routiers de Conakry, notamment la route Le Prince. Je me suis prononcé là-dessus depuis... On se rappelle que vous avez été victime d'agression. D'ailleurs, sur l'axe. mon frère Kaba a échappé de belle à une agression. Tout le monde, en fait. C'est devenu une réalité dans notre pays. L'État a l'obligation, je le dis haut et fort, de restaurer la sécurité dans un pays. C'est sa responsabilité régalienne. Ce n'est pas des milices, ce n'est pas des citoyens, c'est l'État qui a pour vocation de restaurer la sécurité. L'image que ça présenterait au niveau de la communauté internationale, on doit s'en soucier. Mais écoutez, si à l'interne, il y a une compression sociale qui fait que les gens ont peur d'emprunter un axe, les boutiques ne s'ouvrent pas sur un axe, cette psychose est plus grave que la répercussion sur la communauté internationale. J'ai fréquenté des grands aéroports des pays démocratiques ou des lieux publics, des grands pays démocratiques, mais avec un seuil de militarisation plus poussé que ce qu'on voit. Alors, je ne suis pas en train d'encourager les abus sur les citoyens. Il y a même un observatoire qui se déploie pour monitorer les cas d'abus sur les populations. Mais les mesures dissuasives aujourd'hui pour faire comprendre qu'on peut manifester et laisser les autres vaquer à leurs activités doivent s'imposer dans l'opinion. Et ceci ne m'amène pas aussi à encourager l'obstruction à la liberté de manifester. Non, elle doit être réglementée de telle sorte que tous les Guinéens soient traités de la même manière. Mais si d'autres manifestent, ceux qui ne veulent pas manifester, qui sont confrontés à des réalités économiques bien définies, ne peuvent pas vaquer à les activités, ça c'est une injustice sociale qui doit s'arrêter. D'accord, Dr Soriso, vous qui êtes du RPG Arc-en-Ciel, dites-nous comment est-ce que le parti observe tout cela? Parce que vous faites aussi partie de ceux-là qui sont à l'origine de cette crise en cours, et le gouvernement Kassori, encore une fois, est ferme, pas de manifestation, il préfère l'ordre à la loi. D'abord, il faut replanter le décor autrement. Le gouvernement n'a pas pour objectif d'affaiblir ni l'opposition, ni le syndicat, c'est l'impression ni la force sociale. Terrain, non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Oui. Mais le gouvernement a l'obligation de sécuriser l'ensemble des citoyens guinéens. Quel que soit le prix. Attendez. Peu importe la manière. Attendez. Peu importe la manière, c'est trop dire. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Le mardi, il y a eu un mardi où on a 10 villes mortes ici, déclenchées par l'opposition républicaine. Je suis sorti de ma voiture, je partais au travail. Au retour, j'ai été confronté à la hauteur de Hamdallah, au niveau de la pharmacie, à un barrage improvisé par des jeunes de 10 à 12 ans maximum, armés de cailloux, de gourdins, de bâtons, de n'importe quoi. Ils m'ont demandé de payer 25 000 francs pour passer, sinon, au meilleur des cas, on casse ma voiture, au pire des cas, moi-même, je passe. Dites-moi, est-ce que cela est normal dans un pays? Lorsque cela se produit, il appartient à qui de prendre les mesures? Le gouvernement ne vise pas à museler l'opposition. Dans un pays, on doit faire la différence entre exprimer un droit républicain consacré, c'est-à-dire manifester, et manifester pourquoi? Mais c'est manifestation pour une origine. Attendez, manifester, justement. Dans la plupart des cas, revenons dans l'origine. On parle d'assassinat non justifié. Attendons. Il n'y a pas de justice qui est revenons faite. Dans l'origine. On est à plus de 100 morts dans ce pays. Je suis d'accord avec vous. Justement. Je déplore. Je vais vous dire une chose. Qui rend justice? À chaque fois qu'un Guinéen meurt, je suis meurtri. Parce que ça ne se doit pas. Derrière cet individu, il y a toute une famille, il y a tout un espoir qui s'effondre. Mais revenons sur les causes. Pourquoi on manifeste? Vous allez me dire, les dernières manifestations en cours, c'est par rapport aux accords liés aux élections communales. Sortez-moi un seul passage où les accords ont été violés. Sortez-moi un seul passage. Ne parlons pas de l'application du dernier accord, notamment de celui d'autre. Donnez-moi un point qui n'est pas appliqué. Par rapport à Kindia, notamment, bien. Ils disent que le RPG n'a pas respecté ses engagements. Non, attendez, j'ai le texte. Et Dubreka. J'ai le texte. À Dubreka, il était convenu que l'opposition soit deuxième vice-maire ou vice-maire à Dubreka. Mais le RPG a raflé tous les postes. C'est pas ce qui est écrit là, je l'ai lu, il est écrit noir sur blanc. J'ai le texte. Il est écrit dans le texte. devait être vice-maire. Ça n'a pas été le cas à Dubreka. Non, attendez. Ce pays-là aime l'amalgame et la Pas confusion. du tout. Il est écrit dans le texte qui a été signé que la mouvance présidentielle désiste à Dubreka au profit de l'opposition. Qu'à Kindia. Pas à Dubreka, plutôt à le RPG. Non, désiste. c'est là justement l'amalgame. C'est là justement l'amalgame. À Dubreka, l'UFDG désiste au profit de RPG. C'est pas ce qui est écrit. Il est écrit dans le texte
que la mouvance présidentielle désiste à Dibreka au profit de l'opposition. Pas du tout. Akindia, j'ai le texte avec moi. Vous l'avez mal compris alors. Il est écrit Akindia, le RPG désiste au profit de l'opposition. À Dibreka, c'est le contraire qui se produit. C'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, dans le texte. À Dibreka, l'IFDG désiste pour la majorité présidentielle. Mais c'est ce que je Akindia, là, vous venez à la raison maintenant. Akindia, vous aviez confondu. Non, Akindia, voilà. La mouvance présidentielle désiste au profit de l'opposition. Là, on se comprend. Montrez-moi un cas où la mouvance a violé ce qui est le écrit. Le poste de premier vice-maire revenait à l'opposition à Dibreka. Ce n'est pas défini. Ce n'est pas défini. Il a été dit que l'IFDC désiste au profit de la mouvance présidentielle, à la mouvance présidentielle d'organiser à sa façon la mairie. C'est ça les conséquences qui en résultent. Donc pour vous, il n'y a eu aucune violation? Montrez-moi la violation plutôt. À Kindia, ce n'est pas un maire RPG qui est à Kindia. La mouvance présidentielle a désisté au profit de l'opposition. L'opposition ne s'est pas entendue entre elles. Elle a présenté des candidats. Nous étions dans l'obligation de voter. Montrez-moi là où on a violé les accords. Il faut qu'on arrête de manipuler la conscience publique dans ce pays. Mais lorsqu'on sort un candidat d'un parti politique de la salle de vote, manu militari, et qu'on fasse le vote entre partisans de la mouvance, également de quelques partis d'opposition, à ce niveau, il y a souci. Votre commentaire ne tient pas. Pas du tout. On a chassé Abdoulaye Ba de la salle. On l'a suivi. Nos caméras ont filmé Abdoulaye Ba n'a pas été chassé de la salle parce qu'il est Abdoulaye Ba. On l'a chassé ou pas? Oui, non, même s'il a été chassé. On l'a chassé ou pas de la salle? Il n'a pas été chassé. Abdoulaye Ba a demandé à ses conseillers de sortir avec lui de la salle. Des agents l'ont sorti par force. Là, on a les images. Attendez. Parce qu'il s'aimait la pagaille. On l'a jeté dehors. Lorsqu'il sème la pagaille dans un endroit, dans un scrutin, vous êtes obligé d'être saisi par la loi. Donc, en résumé, il n'y a pas eu de violation des accords. Dans l'ensemble. Je défie quiconque. Pour le cas des tueries sans justice, maintenant, vous en dites quoi? Maintenant, c'est l'un des points de revendication. D'accord. Revenons au cas de justice. Revenons au cas de tuerie. Vous conviendrez avec moi qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a des cas de mort. Oui. Des cas de mort non situés. Depuis 8 ans. Oui, non situés encore. Est-ce que c'est les forces de l'ordre qui tirent sur les populations? Est-ce que c'est des intrusions à l'intérieur? Non, attendez. Est-ce que c'est des intrusions à l'intérieur des manifestants ou à l'intérieur des forces de l'ordre qui causent les cas de mort? Qui doit situer les Guinéens par rapport à ça? Il appartient à l'État de le faire. Oui. Mais lorsque l'État, pour le moment, n'est pas en mesure de situer cette responsabilité... En 8 ans. Non, en 8 ans, laissez-moi finir. En 8 ans, l'État n'a pas été en mesure de situer cela. Ne soyez pas négatif. Ce n'est pas une question de négative. La question n'est pas là. Oui. Lorsque l'État, mesurant tous ces enjeux, qu'à chaque fois qu'il y a dérive, la responsabilité lui est incombée, l'État peut prendre des mesures anticipatives. Ces mesures anticipatives, c'est d'abord réglementer les sorties, les empêcher au maximum, parce que le problème... Là, c'est Kassouri qui l'a réussi, c'est cela. L'un des problèmes en Guinée, c'est qu'on ne situe même pas les responsabilités. Sinon, les organisateurs de ces manifestations devaient se retrouver à la maison centrale, voilà, parce qu'ils sont fautifs et aussi. Allez-y, M. Mouadi Troakaba, sur la question de la crise politique. Oui, il faut d'abord dire que la mesure prise par le gouvernement interdisant toutes les manifestations est une violation, ça il faut le dire. Mais par contre, lorsque la manifestation doit se tenir, il faut respecter le régime juridique qui s'applique. C'est notamment le code pénal, les articles 621 et suivants. C'est-à-dire qu'il faut faire une déclaration 15 jours au plus, 3 jours au moins, et que l'autorité responsable du maintien de l'ordre public, si elle a des preuves que la manifestation projetée peut troubler l'ordre public, elle peut interdire. Et lorsqu'une décision d'interdiction est prise, il ne vous appartient pas en tant qu'organisateur de braver cette mesure. Si vous le faites, vous êtes en violation de la loi que vous invoquez à tout moment. Qu'est-ce que vous pouvez faire, conformément à l'article 113 de la Constitution? Vous saisissez la Cour suprême pour faire constater l'illégalité de la mesure qui a été prise. Ça, c'est le régime qui s'applique. C'est ce que les forces sociales ont fait. Oui, tout à fait. Nous avons, ça je peux le dire sans me tromper, que nous avons respecté. Maintenant, il y a l'autre question qui me paraît importante, c'est le cas des PA. J'ai l'impression que il y a souvent des commentaires, ma foi, qui ne s'appuient pas forcément sur des textes de loi. Il faut dire que la loi sur le maintien d'ordre, la loi 009, l'article 27 est très clair. On a comme l'impression qu'on exclut l'armée du maintien d'ordre. En tout cas, ce que j'ai dit, c'est l'article 27 qui dispose ainsi que dans le cadre du maintien de l'ordre public, les forces de sécurité et de défense, c'est clairement dit, les forces de sécurité et de défense sont classées en 3 ordres d'intervention. La première force d'intervention est constituée de la police nationale,
La deuxième force d'intervention est constituée de la gendarmerie. La troisième force d'intervention est constituée de l'armée, des armées. C'est comme ça que c'est dit. C'est donc une façon de dire que voir l'armée dans le maintien d'ordre ne doit pas être vu comme une illégalité à outrance, comme on peut l'imaginer. Mais c'est vrai que cette force ne doit venir qu'à la dernière position, parce que c'est ce que dispose la loi. Et donc, je veux vraiment que sur cette question de l'égalité, que la compréhension soit assez claire. L'armée peut intervenir. Et d'ailleurs, même l'usage des armes à feu est réglementé dans cette même loi. Comme pour dire que lorsqu'il y a usage d'armes à feu, il y a un rapport circonstancié qui doit être fait pour établir les circonstances dans lesquelles l'arme à feu a été utilisée. Il semble que ces PA par endroit font les exactions au niveau des populations. Oui, ça c'est un autre aspect. La mise en place doit être dissociée des actes que peuvent commettre ces agents. Les actes de bavure ou d'atteinte aux libertés individuelles et collectives qui peuvent être commis par ces agents-là sont à dénoncer et doivent être sanctionnés. Ainsi va prendre fin cette émission, le club de l'actu sur Espace TV, mais également sur la radio Espace, la 99.7. Nous avions comme invité ce soir Dr Soriso du RPG Arc-en-Ciel, Mamadi 3 Kaba, juriste, également dans Sakuruma du CNOSC, et enfin Faya François Bruno du PEDN. Aux opérations techniques, nous avions à la caméra Ibrahima Souma, Mohamed Alousseni Kamara, mais également Abakar Din Kamara qui était à la caméra. Au son, Nalay Sidibé, Lamine Sidibé, et à la réalisation, Mahmoud Kondé, le Colosse. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. À très bientôt pour un autre numéro du Club de l'Actu. Au revoir.